Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'association du Webtoon Café, la chaîne qui vous propose des espaces de libre-échange, de discussion et d'apprentissage autour du Webtoon francophone. Nous sommes ici ce soir avec Gel et Lutin. Gel, contente que tu sois là avec nous. Trop contente Euh, aussi. yes. Donc ce soir, on va donc parler de la sortie de son tome 3 de Ma Senpai est un homme et on va également aborder le sujet de l'auto-édition. Est-ce que tu peux passer la slide un petit peu du sommaire, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Nickel. S'il y a un mini Allez, décalage, ça va ouais, te on bugger. commence par la... Ah oui, c'est vrai que je devais faire un truc. Attendez 2 secondes. Hop là. Non, t'inquiète. 2 secondes. Ah, merci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez... Voilà. Je Ouais, vous ai tu peux mis un regarder écran le... pour vous qui est en direct. Ah, trop aimable. C'est Voilà. vrai. Oui, C'est plus pratique. maintenant. Donc on va commencer par les présentations. Hop là. Donc, écoute, Gel, qui es-tu? Je suis la main qui dessine La Senpai est un homme. Si je ne pouvais être que cela, ce serait très agréable, parce que en réalité, je suis quelqu'un de pas très à l'aise quand il s'agit de reconnaître les efforts de mon travail. C'est trop bizarre. Mais sinon, j'ai 27 ans, je dessine sur tablette, j'ai fait une école d'art. Je suis fabuleusement rousse depuis 2 jours. Je me suis fait décolorer les cheveux. Je suis magnifique Oh maintenant. mince, la photo n'est plus Et d'actualité. bah, pas tout à fait. Faudrait faire une petite remontée de contraste, mais en vrai, ça va, c'est encore sympa. Je vis entièrement du webtoon et je vis dans la Savoie, dans les montagnes de Chambéry. Voilà. Tu dis que tu as fait une école. Tu as fait quel type d'école? Alors, j'ai fait une école très académique. J'ai fait Émile Cole, qui se trouve à Lyon. C'est Oh, une école qui est je assez connais. chère et qui est assez élitiste, on va pas se Oui. mentir. J'ai fait en fait 3 ans de spécialisation en peinture murale. J'ai appris à faire des fresques et des trompe-l'œil sur des murs de plus de 300 mètres carrés. On a réalisé un mur de plus de 300 mètres carrés d'ailleurs en diplôme de fin d'études. Ouais. Et en fait, j'ai pas eu du tout envie de continuer dedans parce que ça implique de travailler avec les communes. Et les communes sont pas très branchées manga ni jeunes comme moi en fait. C'est pas trop leur truc. Eux, ils aiment avoir affaire à des grands adultes qui proposent des projets sérieux. Il n'y avait pas Évidemment. d'autres filières du genre BD illustration? Si, mais en fait, c'est. Comment expliquer? Quand je suis rentrée, on nous a vraiment vendu cette filiale comme la filiale avec un métier à la sortie. Parce que certains le savent, mais aller en école d'art, c'est genre 10% de chances de réussir à vivre de l'art après. Et les 10% sont très généreux en réalité. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que sur ma promotion, on était 25. Je crois qu'on n'est plus que 6 à faire du dessin et à vraiment en vivre. Et ben. Voilà. Du coup, après ton école, qu'est-ce que tu as fait? Et ben en fait, j'étais rentrée déjà à l'école en faisant des petits mangas pour moi. Et puis en fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai continué ce que j'avais commencé. En fait, l'école m'a surtout donné les outils pour apprendre à m'améliorer et à grandir en fait. Donc je dirais que ça n'a pas été inutile, largement pas inutile, parce que je me suis beaucoup améliorée et puis j'ai pris de l'assurance, j'ai pris du recul sur mon travail aussi, toutes ces choses-là. Et, et du coup, ouais, en fait, j'ai continué sur la voie que je m'étais tracée. Je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi l'auto-édition après, si vous le voulez bien. Il n'y a pas de souci. Je propose de passer à la rétrospective de l'aventure de Ma Senpai est un homme. Première question, forcément, on l'attend tous. Comment as-tu commencé Ma Senpai est un homme et pourquoi avoir choisi le webtoon? Depuis quand Waouh, tu elle est fais pas du à jour cette webtoon? slide. Non, non, elle est La pas à jour. vache. Mais je me suis dit, ça, ça te rappelle des bons souvenirs. Waouh, genre j'avais 9 000 abonnés, maintenant j'en ai 15 000. Presque Waouh. doublé. Ouais, ouais, presque. Ça faisait 1 an ton dernier live d'ailleurs. Bah Oh, ouais, ça plus un peu plus 1 an et demi.
je crois. Ouais, plutôt 1 an et demi. Le Parce pauvre que live d'ailleurs qui a été perdu dans les méandres de c'est ce que Discord. j'allais dire. Je suis ravie de savoir que celui-là va être préservé et qu'on pourra le revoir dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et que je pourrais me juger lourdement. Pour avoir l'évolution. Ouais. Alors, comment j'ai commencé ma Senpai Etanam? Alors, il faut savoir que c'est une aventure qui a commencé le 6 janvier 2021. C'est rigolo à raconter, mais il faut savoir que les débuts d'année, littéralement, vraiment, toujours le 1er janvier, je me lance toujours dans des trucs un peu loufoques, un peu des aventures, un peu... Voilà. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, le 1er janvier, c'est la date d'anniversaire de plein de projets, en fait. Donc, voilà. Ma Senpai Etanam, en tout cas, a commencé à être produit le 1er janvier et le premier épisode est sorti le 6, donc c'est ce que je considère comme la date d'anniversaire de ma Senpai Etanam. Et il faut savoir qu'avant, je faisais déjà un peu de webtoon, j'avais sorti 2-3 petits trucs à droite à gauche. J'avais adapté aussi mon précédent manga Invild, qui était en noir et blanc, en version webtoon, puis j'ai remarqué que ça marchait pas du tout, parce que les lecteurs de webtoon aiment vraiment la couleur en fait. Donc j'ai totalement changé voilà, cette perspective et en fait j'ai fait entre guillemets une étude de marché. J'ai regardé ce que les lecteurs lisaient en ce moment, ce qui fonctionnait. Et en fait ce qui fonctionnait à ce moment-là, c'était la romance dans des univers fantastiques ou les réincarnations. Oui, et toujours. en fait voilà, et ça marche toujours, ça c'est incroyable. Alors j'ai quand même, enfin je me suis lancée un petit peu au pif en me disant je vais faire une espèce de triangle amoureux dans une école de magie, donc c'est un peu un mélange de manga à l'ancienne avec le garçon qui se déguise en fille ou la fille qui se déguise en garçon, un peu à la Host Club, tout en mélangeant voilà l'univers fantastique d'école de magie qu'on retrouve dans Harry Potter, voilà. Je voulais une histoire en tout cas où les lecteurs aient déjà des repères pour pas avoir à développer un univers, à l'expliquer entièrement. Je suis vraiment partie en mode feignasse, je voulais faire un truc que tout le monde connaissait. Et voilà, en gros, ouais, j'ai vraiment adapté en tout cas mon histoire au tout départ à ce que le public lisait sur la plateforme, et je pense très honnêtement que c'est ce qui a fait que ça a vachement marché en fait. Donc voilà. Attends, donc si je comprends bien, c'est un jour tu t'es posé, tu te dis tiens, j'ai envie de faire un webtoon, on va faire la thématique que ça pourrait plaire à tout le monde et hop là on se lance, c'est ça qui s'est passé? Ah, la question, elle est même encore plus vicieuse que ça. La question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux faire un webtoon à succès en copiant tous les clichés en fait qu'on peut retrouver dans le webtoon, en fait, en prenant la facilité, en faisant un truc pas du tout original. Bah apparemment. Bah, ça marche. Bah, en fait, le truc c'est que ça me plaisait et je trouvais ça marrant au début, mais comme je le dis, j'ai pas du tout commencé ma Senpai Etanam en ayant un objectif précis en tête. Genre jusqu'à l'épisode 7, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je voulais raconter. Je voulais juste faire des clichés de romance parce qu'en fait pendant le Covid, bah, c'était pénible, on était tous enfermés chez nous et je voulais faire de la comédie, je voulais faire un truc rigolo. Et ensuite il y a Saul qui est arrivé dans l'histoire et à ce moment-là j'ai fait j'ai plein d'idées soudainement. Et pour la petite anecdote, Saul, je l'ai créé. J'ai fait un sondage sur un groupe Facebook axé Webtoon et j'ai demandé pour vous c'est qui le plus beau mec de Webtoon. Et en fait, Saul, c'est un gigantesque mélange de tous les beaux gosses qui ont été proposés. Du coup, typiquement, Saul, il a récupéré énormément de Torah dans Midnight Poppyland, c'est ça? Ouais. Poppyland. En tout cas, c'était un webtoon qui était hyper connu à ce moment-là. Et ouais, voilà. C'est Torah, normalement musclé. Et du coup, pourquoi le webtoon? Parce que tu fais que du digital, c'est ça? Alors, comme j'ai fait une école d'art en peinture, c'est pas anodin. J'ai quand même une énorme affinité avec le tradi et ça se ressent d'ailleurs assez bien, je trouve, dans mon graphisme. Je fais beaucoup de travail sur le fait que ça a l'air crayonné en fait sur un rendu un peu papier.
Euh, mais effectivement, Ma Senpai Itana est entièrement produit sur Procreate parce que ce serait trop long en fait de faire une BD tout entière juste en traditionnel. J'ai prévu un projet en traditionnel, mais on en parlera à la fin du live. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta méthode de travail, faire un petit récap de comment tu travaillais avant que l'auto-édition et après l'auto-édition? Eh ben, en fait, ça a toujours été en auto-édition, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai visé un contrat webtoon, en fait. Pardon, je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, quand je peux parler d'auto-édition, c'est plus qu'à la fin, tu as pris ton projet et tu l'as auto-édité et tu l'as promu. Maintenant, on le retrouve en librairie, dans les conventions. Comme tu le disais, les 7 premiers épisodes, c'était pas ton objectif. Du coup, est-ce que Pas du tout. ta manière de travailler a changé? Je dirais que maintenant, je fais des cases moins longues. Je fais des choses, enfin, je fais plus de cases larges parce que c'est plus facile à monter au format livre. J'essaie de vraiment varier les formats parce que ça permet plus de flexibilité. Si tu fais toutes tes cases au format carré, en fait, tu vas te retrouver avec des pages, en fait, c'est des quadrillages de 6 cases et c'est très moche. Il faut vraiment pas monter comme ça. C'est ça fait damier, en fait. C'est pas joli. Et du coup, quelle est ta méthode de travail? Eh ben, en fait, j'ai un peu piqué sur ce que je voyais en fait. Genre à l'époque, il y avait Solo Leveling qui sortait et White Blood. Bah du coup, j'ai acheté un tome de chaque et je les ai étudiés en fait. Je les ai épluchés et ensuite je me suis fiée à comment en fait ils rendaient le truc lisible avec les mêmes moyens que moi en fait. Et en fait, la vérité, c'est que finalement, une planche de BD, ça se lit très bien si toutes les bulles sont ordonnées. Tu peux t'amuser à mettre tes cases en total désordre. Si les bulles sont ordonnées, ça aura du sens. Ok, super intéressant. D'ailleurs, j'ai pas pensé. Je me permets de revenir un petit peu dessus, parce que je l'ai noté. Pourquoi je suis partie en auto-édition? Oui, vas-y. C'est que en fait, déjà j'ai les compétences pour le faire, comme j'en faisais déjà avant l'école d'art à plus petite échelle sur des fanzines et tous ces trucs-là. Donc j'avais déjà les compétences et puis c'est quelque chose qui me motive en fait, j'adore parce que c'est hyper varié, c'est super agréable. J'aime pas du tout faire tout le temps la même chose. Typiquement là aujourd'hui j'ai fait pas mal de mises en carton des précommandes du tome 3, mais j'ai varié, tu vois. Il y a un moment j'ai fait du vidage de cerveau, j'ai fait des cartes, enfin j'ai plié les cartons. Ensuite à un moment je me suis dit bon bah maintenant je vais je vais tamponner tous les livres. Puis ensuite après je me suis dit oh bah maintenant je vais me prendre la tête, je vais faire les étiquettes d'envoi. Et Dieu sait que c'est prise de tête. Mais voilà, c'était plus sympa. Et puis surtout, ça me permet d'avoir un contact direct avec mes lecteurs. Ouais. Là où en édition, voilà, je suis maître de mon emploi du temps, exactement. Et en fait, pareil, voilà, effectivement, avoir un contact direct avec mes lecteurs, là où un auteur en aura peut-être moins parce qu'il est moins en mouvement en fait. Un auteur, généralement, si tu veux le voir en dédicace, faut qu'il soit invité par sa maison d'édition, qu'il soit déplacé, qu'il soit généralement payé sur place, et toutes ces choses-là. Comme moi, de base, je fais des événementiels, ben, en fait, on peut me voir sur plein de trucs. Ok. Et pour plus tard, est-ce que tu aurais un projet où tu aimerais que ce soit édité ou tu penses vraiment rester tout le temps dans l'auto-édition? Bah en fait, quand j'en discute avec des auteurs qui sont édités, ils me disent que c'est dommage que je sois pas édité, que c'est viable, que c'est possible. Mais en fait, la plupart de ceux qui me disent ça sont souvent des auteurs qui ont eu plusieurs contrats d'édition, qui continuent de toucher des royalties. Et en fait, je me vois pas m'insérer dans l'engrenage de l'édition alors que j'ai la capacité actuelle pour faire ce que je veux en fait.
Je me dis toujours, j'ai les compétences pour gérer mon truc toute seule de mon côté et ça marche très bien, alors pourquoi j'arrêterais en fait? Ce serait comme demander à Maliki de retourner en édition en fait, ce serait bizarre. D'accord. Ou Bah, Maliki ou j'enchaîne. n'importe qui, hein. Oui, bah, bien sûr. J'enchaîne justement avec tes propos, avec la question: comment est-ce que tu organises une sortie de tome? Mmh. Comment ça se passe? Dis-nous tout. Bon, déjà, il faut avoir faut avoir un financement pour produire ton Mmh. livre. Ça, tu le fais avec un Ulule ou avec ton argent ou avec un emprunt. Voilà. Tu peux vendre ton rein aussi, c'est possible. Et une fois que tu as le financement, il faut que tu produises entièrement ton livre, que tu aies trouvé un imprimeur avec lequel tu arrives à bien collaborer. L'air de rien, c'est bête à dire, mais on ne peut pas collaborer avec tous les professionnels. Il y en a qui sont pas adaptés parce qu'ils comprennent pas tes enjeux, ils comprennent pas ton travail. Et ensuite, donc une fois que tu as envoyé ton livre à l'impression, c'est le moment où personnellement, moi, je me sens le plus mal. C'est que je déteste attendre l'arrivée de mon livre. Je fais des cauchemars, je fais des crises de stress parce que j'imagine qu'il arrive mal imprimé et je me sens pas bien et je supporte pas ça, j'aime vraiment pas. Donc en attendant, en fait, généralement, je fais la préparation des goodies, je fais imprimer les timbres en avance. Et petit détail, si vous êtes en auto-édition, que vous avez un moment où vous devez envoyer beaucoup de livres, achetez vos timbres en avance parce que en fait, si vous changez d'année, les timbres vont augmenter de prix en fait. Donc ça peut être potentiellement vraiment raide. Par exemple, là, j'ai fait imprimer 300 timbres. Je sais plus pour combien j'en ai eu. Je crois que j'en ai eu pour 2000 € à peu près. Bah, si je les avais fait imprimer cette année, j'en aurais eu pour 150-200 € de plus. OK. Ouais. Sinon, après, de manière générale, pas très longtemps avant que le livre arrive, je ferme la boutique Etsy, je boucle toutes les commandes que j'ai en cours, je mets en suspens en fait toutes les choses qui peuvent me détourner de la préparation du livre et de l'envoi. Mmh. Et je fais de la place dans mon appartement parce que typiquement là j'ai 300 précommandes à envoyer et en fait si j'ai pas la place pour stocker les livres en attendant que la poste vienne les chercher, enfin les livres, les colis, hein, bah, je suis pas dans la merde, hein. Ce que je fais Mmh. aussi en général, c'est que je fais des grosses sessions de dédicaces, puis ensuite je fais des emballages avec du monde parce que c'est moins déprimant. Oui. Et du coup, au final, toutes ces étapes, combien de temps ça te prend pour, un seul tome? Euh, Ça va dépendre du niveau d'organisation que j'ai, mais typiquement là je sais que j'en ai pour 2 mois dans les cartons à faire des envois. Genre entre les dédicaces, le pliage des colis, l'envoi à la poste et toutes ces choses-là, j'en ai vraiment pour un moment. Euh, Ouais, là je pense que j'en ai pour 2 mois, mais j'ai jamais eu une aussi grosse commande en fait. Ça, Oh. ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur d'ailleurs pour le tome 4 quand il sortira. Ah bah oui. D'ailleurs, Mais, tu me demandais tout à l'heure si mmh. j'avais changé de méthode de travail. J'ai pas changé de méthode de travail à proprement parler, mais typiquement, le tome 4, je le réfléchis très en amont pour qu'il soit plus équilibré. Parce que le tome 3, en fait, il est très déséquilibré par rapport au tome 1 et 2 au niveau des thématiques. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus léger, mais il est terriblement lourd. Ah oui, je vois. Mais moi, ce que je te demandais surtout, c'est, de la réalisation du tome à, tout le moment où tu l'édites, ça te met combien de temps? Ça te met combien de temps de par exemple, faire le storyboard, les bulles, la couleur, jusqu'à qu'en fait ton tome il soit fini? Alors l'avantage, c'est que je note à la fin de tous mes épisodes combien de temps j'ai passé approximativement dessus, moi et mon assistante. Généralement, elle a 10 à 15 heures de travail sur les épisodes. Et ça m'a permis d'estimer qu'il y avait à peu près 1500 heures de travail sur chaque volume. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, c'est du taf. Et Ouais. après, je crois que j'ai compté 1500 heures, mais en fait, je crois que j'ai surtout compté que la production de l'épisode, enfin des épisodes. Je crois pas avoir compté le montage. Ça prend du temps ça, non?
C'est assez long, ça prend bien 2 à 3 mois s'il y a beaucoup d'épisodes ou beaucoup de choses à monter. Et j'avais entendu Teaspoon parler, parce qu'elle aussi, elle a édité sa BD il y a pas longtemps. Une très bonne BD, il faut l'acheter. Oui, je confirme. Que Procreate, c'était compliqué pour justement transformer un webtoon en format papier. Sachant que, comme tu disais, trop de cases carrées, ça fait un damier pour réfléchir du coup à la composition. Lutin, si tu peux revenir sur les storyboards que je t'ai envoyés, si tu veux, comme ça je pourrais un peu illustrer mon propos. J'y suis. En gros, en fait, toutes mes planches, elles ressemblent à ça. C'est pas du format webtoon, mais c'est pas du format BD non plus. En fait, il faut imaginer que c'est des espèces de mini-bandes qui se lisent de gauche à droite, mais de haut en bas, en fait. Donc, comme c'est ni du webtoon ni de la bande dessinée, forcément, quand je l'adapte en webtoon, je fais ma propre adaptation pour le format webtoon, et quand je l'adapte en BD, c'est encore une autre nuance, en fait. Donc finalement, en fait, le matériau de base, en fait, il faut imaginer que c'est des gommettes, en fait. Je joue aux gommettes quand je fais le montage de ma Senpai Etanam. C'est ça, je fais du collage. Copie-colle. C'est bien, en vrai, t'as trouvé ta propre méthode. Ah, il y a une alco, ça fait plaisir. Ouais, il y a une alco. En fait, le truc, c'est que je suis pas du tout à l'aise avec les bandes sur Webtoon. Là, j'ai un peu travaillé différemment quand même pour le volume 4. J'essaie de me forcer à faire des bandes un peu plus longues. Pour ton autre projet du café des confessions aussi, t'avais fait alors pour le café des confessions, comme effectivement il n'y a aucune adaptation au format BD, j'ai réfléchi pas mal au format webtoon. Mais vous allez voir, le café des confessions, j'en parlerai un petit peu après. On avait une slide qui parlait des thématiques de ton webtoon. Est-ce que tu aurais un mot sur Oui, j'ai fait une liste. Oh là là. Là, vous le voyez pas, mais l'air de rien, en fait, j'ai pris des notes parce que j'ai eu le droit à travailler un petit peu mon sujet en amont. Et j'ai pu noter pour rien oublier, ou en tout cas pas m'éparpiller dans trop de bêtises. Donc forcément, dans la thématique principale, la plus évidente, elle est dans le titre, c'est que c'est des sujets LGBTQIA+. Et aussi étrange que ça puisse paraître, entre guillemets étrange, hein, en fait, je me suis énormément découvert, même moi, à travers ma Senpai Etanam. Quand j'ai commencé l'histoire, en fait, j'étais coincée dans une relation hétérosexuelle très, très toxique et vraiment désagréable au possible. Et en fait, écrire cette histoire, ça m'a permis aussi de me poser les bonnes questions, de me demander si je me sentais bien dans ma vie, et j'ai réalisé que non, pas du tout. Donc, c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre à travers mon histoire, c'est que quand on se sent coincé dans une relation, ou à un moment ou à un autre on n'est pas à l'aise, c'est qu'à un moment c'est déjà une sonnette d'alarme, en fait, il faut déjà agir, il faut déjà faire quelque chose. Sinon, donc, dans les thématiques, il y a la recherche de soi, qui est très exprimée à travers le personnage de Cassiopée, l'héroïne. Elle a un parcours scolaire qui est un peu compliqué, ses parents sont très exigeants. Pareil, j'ai eu un parcours scolaire catastrophique. Mes parents, ils n'ont jamais été très relous par rapport à ce que je voulais faire plus tard, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui se mettent beaucoup la pression sur, genre par exemple, tout ce qui va être formation pro, tout ce qui est CAP, tous ces trucs-là. C'est des formations, en fait, qui sont remplies de préjugés, alors qu'il y a plein de gens qui s'épanouissent à mort dedans et qui seraient tellement plus heureux. Enfin, je veux dire, il y a plein de jeunes à qui on dit ouais, tu seras médecin ou tu seras avocat, et c'est rien d'autre. C'est assez horrible, je trouve. Faut vraiment grandir, en fait. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde et dans le monde du travail, en fait. Donc, faut juste trouver la chose qui nous plaît vraiment ou qui nous va. Sinon, il y a les handicaps invisibles. Ça va être surtout à travers Soul que, bon, après, ils ont tous plus ou moins leurs handicaps et leurs petits traumas, mais surtout Soul, effectivement, qui
qui, attention, spoiler, si vous n'avez pas lu Ma Senpai Etanam, je suis désolée, Bouchez-vous ça les fait un oreilles. moment que ça a été révélé. Ça a été un moment que ça a été révélé, mais Saul, en fait, entend les pensées des autres, et en fait, il le vit pas comme un don, il le vit vraiment comme un handicap. Et en fait, il vit très bien tous les jours, mais c'est très contraignant pour lui quand il est avec du monde. Et effectivement, du coup, c'est un personnage qui typiquement est jamais en phase avec lui-même et avec son environnement. Il sait tout à l'avance sur tout le monde. Et en fait, c'est une plaie de vivre dans ce genre de situation. C'est horrible. Ouais, en tant que personne qui adore les cozy mystery, je trouve aussi que c'est de la merde. Ouais. Et Désolée, je te coupe. Vas-y. Enfin, si ça ne te gêne pas, j'avais une petite question. Vas-y. Toutes ces thématiques, oula, j'arrive pas à parler. Elles te sont venues petit à petit, ou c'était comme une évidence, ou tu t'es dit tiens j'ai envie de parler de ça, ou ce serait bien d'aborder ça. Comment ça t'est venu? En fait, c'est bête à dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui s'en sont rendus compte, mais Ma Senpai Etanam, en fait, ça parle énormément de moi. C'est terrible, hein. Mais effectivement, ça transpire mon identité, mes questionnements, mes angoisses, et en fait, c'est presque un exutoire, en fait, pour moi. Donc peut-être pas sur tout, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont tirées de mon vécu et de la façon dont je perçois le monde. Donc forcément, c'est une œuvre, en fait. Les thématiques, elles apparaissent pas genre parce que je les réfléchis, en fait, elles apparaissent parce qu'elles font entièrement partie de ma vie. Genre par exemple, tu vois, j'allais te dire, comme thématique, il y a aussi les relations toxiques, les victimes d'emprise, ce genre de choses. Parce que moi, j'ai été moi-même victime de violences conjugales et j'arrive toujours pas à m'en remettre. En fait, et c'est en fait en parler, l'écrire, le dessiner, transmettre du coup le fait que c'est quelque chose de mauvais, ça me soulage et ça me permet de vachement évacuer, en fait. C'est d'autant plus que je trouve touchant en même temps la manière dont tu abordes les thématiques, et aussi en parallèle le fait que tu fasses de l'auto-édition et que tu aies ce besoin d'être proche de tes lecteurs. Je trouve ça très touchant. Ouais, honnêtement, je pense que si j'avais pas autant de lecteurs, je me foulerais peut-être pas autant, genre j'en ferais moins. Parce que l'air de rien, comme c'est très épuisant comme rythme, ça peut être très, très vite éprouvant, en fait. Je vais piquer ton mot rythme et je vais te poser la question. À quel rythme publies-tu les tomes de Ma Senpai Etanam? C'est quel rythme qui te convient? J'ai fait des statistiques. C'est génial. Elle a 3000 fiches, en fait, elle a tout prévu. Non, mais l'air de rien, vous rigolez, vous m'avez envoyé les questions en avance, j'ai noté les points essentiels que je devais raconter. Alors du coup, j'ai compté, j'ai regardé, et donc en 2021, donc pour la première année de Ma Senpai Etanam, j'ai sorti 19 épisodes d'environ 60 cases. D'environ 60 cases. Et c'est à ce moment-là que, entre guillemets, ça a commencé à vraiment bien marcher. Je commençais à sentir que j'avais un public qui était réceptif, c'était vachement cool. En 2022, j'ai sorti l'équivalent de 10 épisodes, dont dans les 10 épisodes, il y avait le spin-off Le Poison dans nos veines. Et Le Poison dans nos veines, je pense que c'est ce qui a fait exploser Ma Senpai Etanam. C'est un spin-off qui parle entièrement d'un des personnages, Nicolas, d'ailleurs, qu'on voit sur une des slides, la dernière, celle avec la pluie. Et c'est une histoire en 3 épisodes qui est assez courte et qui parle de son coming out trans, et notamment typiquement des violences familiales qu'il a subies quand il était plus jeune. Donc c'est un personnage qui a grandi et évolué dans la souffrance, alors que c'est le plus pipou de tous les personnages, je pense, de Ma Senpai Etanam. C'est le good guy. Il faut savoir qu'en 2022, du coup, j'ai aussi sorti le tome 1 en mai.
Et en fait, presque directement après, j'ai enchaîné avec la préparation du tome 2, parce qu'en fait, quand j'ai sorti le tome 1, le tome 2 en fait était déjà à moitié dessiné. Donc j'en ai profité, j'ai vraiment speedé, j'ai fait allez vas-y c'est bon, c'est lancé, on y va tout de suite. Et en 2023, j'ai sorti à mon grand dam seulement 7 épisodes. Déjà parce qu'il y a eu la sortie du tome 2 en février et la préparation du tome 3 qui était très 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 éprouvante. J'ai pas eu de chance en 2023. Je suis tombée en dépression et j'ai fait un très gros burn-out. Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier épisode du tome 3, c'est l'épisode 32. J'ai fait la partie 1 en août et j'ai sorti la partie 2 en janvier. C'est comme si j'avais rien fait pendant 6 mois. Après, la vérité, c'est qu'il y a 2 épisodes du Café des Confessions qui est sorti entre-temps, donc j'essaye de me déculpabiliser un peu en me disant « Ouais, mais je faisais un truc aussi en même temps ». Honnêtement, le Café des Confessions, je crois que ça m'a pris 10 jours de faire les 2 épisodes. Ouais. C'est déjà ça, hein, en vrai. Ouais. Mais après, voilà, 7 épisodes, mais 7 épisodes très massifs et très qualitatifs, je dirais. C'est ça. Parce qu'en fait, même si le nombre d'épisodes réduit, le nombre de cases a augmenté, en fait. Genre en 2021, les épisodes faisaient entre 50 et 60 cases quand je les produisais. Alors qu'en 2022, j'ai fait un gros glow-up où j'ai rajouté 5 à 10 cases dans tous les épisodes. Et après, on est passé sur une moyenne de 70 à 80 cases par épisode. Ah, effectivement. Dont un épisode qui fait 103 cases, un truc comme ça. C'est pas un épisode, c'est un roman. C'est pas quasiment le nombre de cases max. En fait, le nombre de cases max, c'est quelque chose de... après, comme je les découpe, les épisodes, je les fais toujours en 2 parties ou en 3 parties. Ouais. Et en 2024, effectivement, grand drame sur les réseaux sociaux. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ça a fait le tour de Twitter, de Facebook. On en a même parlé aux informations. Non, pas du tout. Personne n'en a parlé. J'ai annoncé que je faisais une pause de publication pour me concentrer sur la sortie du tome 3 et sa promotion. Donc en 2024, aucun épisode de Ma Senpai est un homme ne sortira. Pour la simple et bonne raison que comme je veux réfléchir le tome 4 dans son ensemble, je suis obligée de prendre cette pause pour prendre du recul en fait. Typiquement, l'épisode 33, dans ma tête, il était écrit, je l'ai fait en script, mais il y a 2 jours, j'ai tout jeté à la poubelle. Voilà. Forcément. En fait, quand on est dans l'écriture spontanée, on a moins de recul. Là où vraiment, comme j'ai justement plusieurs semaines devant moi, plusieurs mois, pour me poser et écrire le truc comme je voudrais, parce que le but c'est aussi de l'écrire de la manière la plus sensible possible, hein, la manière qui me plaît, la manière qui aura les bons mots, l'écrire de manière juste. Typiquement, le plot que j'ai utilisé dans l'épisode 33, en fait, je le trouvais à chier. C'est un plot que j'ai utilisé dans mon tout premier manga qui s'appelait Lost in Time. Et c'est vraiment le Deus Ex Machina. Et je déteste les Deus Ex Machina parce que je trouve que ça sent vraiment du cul d'un castor. En fait, je déteste ça. Voilà. Après c'est logique. Maintenant, tu vois à peu près comment tu travailles. Là, t'es plus dans l'objectif que ce soit spontané, que ça vienne du cœur, mais que tu vois l'objectif derrière, que tu vas l'éditer. Et... Donc je pense que c'est totalement cohérent que tu prennes entre guillemets plus de temps et que tu essayes d'avoir, je dirais, une longueur d'avance. D'ailleurs, du coup, je l'ai noté en petit. En fait, pendant un moment, quand j'ai commencé à sortir Ma Senpai est un homme et que je me suis rendu compte que ce serait une saga, je me suis, entre guillemets, donné l'obligation de produire le plus rapidement possible les 3 premiers volumes pour accrocher le lectorat. Et il y a peut-être des gens qui diront c'est que 32 épisodes et en 3 ans c'est quand même très peu, mais la vérité c'est que j'ai un travail d'éditeur, de vente, de marketing, je fais le montage, je suis présente à plein d'événements et je passe environ 80 heures sur chaque épisode. Parce que l'avantage c'est que comme je peux faire vraiment ce que je veux,
je veux que ce soit le plus soigné possible. J'évite au maximum maintenant les cases où il y a des copier-coller. J'essaie de réfléchir mon montage, j'essaie de réfléchir l'environnement. Je veux plus faire de conversation où c'est juste du champ contre champ sur 6, 7, 8 cases. C'est pas du tout mon truc. Maintenant, je réfléchis. Il se passe des actions, il se passe des choses, en fait, dans le fond, il se passe dans le point de vue, ou toutes ces choses-là. Le focus raconte quelque chose, en fait. Voilà. Le cadrage, c'est le mot que je cherchais. Le cadrage raconte quelque chose. Voilà. Chose dont on n'a pas forcément le temps sur les autres webtoons quand on éditait. Ouais. C'est clair que le cadrage et la composition, c'est ce qui donne vraiment la force d'une œuvre. Ouais. Après, tu vois, je te dis, on n'a pas forcément le temps. Des fois, c'est juste vraiment financier. C'est qu'effectivement, plus de temps passé sur un truc, bah, c'est moins d'argent gagné au bout. Et on sait que les contrats webtoons, c'est payé à l'épisode, en fait, un tarif fixe. Oui. C'est pas du tout payé au temps de travail, en fait. Ouais. Voilà. Bah écoute, sur ces mots, moi je te propose de passer à la troisième partie sur l'auto-édition. Ah, attends, est-ce que tu peux remettre la belle slide où on met du tome 1 au tome 3? Oui. Que je l'aime bien. Magnifique. Bah, j'en profite, j'en parle un petit peu. Vas-y. Je pense que ça se voit, il y a une charte graphique sur les couvertures de ma Senpai Yatanam, et moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me font « Oh, ça me fait vachement penser à l'atelier des sorciers ». C'est totalement voulu. Je suis une fada de l'atelier des sorciers, j'adore cette série, je les ai tous en collector. Et si les gens me disent ça y ressemble, pour moi, c'est parfait. C'est un hommage, et je suis honorée que mon travail soit comparé à une aussi grande mangaka. Que j'ai beaucoup apprécié aussi. Voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est tu vois, le dynamisme des formes retranscrit vraiment le caractère des persos. Je trouve ça très satisfaisant. J'ai pas tout à fait décidé qui serait sur la couverture du 4, mais ce sera soit Luce, soit Nicolas. Pour un sondage. Voilà. Et je pense que la forme, ce sera le carré. Parce qu'on a le losange pour Cassiopée, le triangle pour Morgane, le cercle pour Saul. Et là, comme ça, j'ai que le carré qui me vient, donc je pense qu'on sera juste sur du carré. Puis c'est pas mal, ça représente bien l'enfermement de Luce ou de Nicolas. C'est le côté prison, tu sais. Oui, je vois. Du coup, par rapport à l'auto-édition, moi j'aurais des questions sur l'adaptation, justement, encore un petit peu. Du coup, t'as pas eu trop de... Enfin, est-ce que tu as eu des changements, par exemple, d'équipe, des changements en logistique dans ton aventure ou globalement, tu as gardé les mêmes méthodes? Ben, comme j'ai étudié pas mal de... j'ai Aline, en fait, qui bosse avec moi sur tout le livre, en fait. Elle fait les aplats et les ombres. Les ombres, de temps en temps, c'est moi qui m'en occupe. Ça dépend de l'ambiance que je veux donner. Elle travaille avec moi depuis le tome 2 dessus. Et il faut savoir qu'on se connaît depuis plus de 8 ans maintenant. Ça fait très longtemps. Et sur le tome 3, en fait, elle a même carrément fait un spin-off qui dure 3 épisodes. Donc il y a 50 pages exclusives dans le tome 3 qui ne seront pas diffusées sur Webtoon. Et typiquement, du coup, Aline, je lui ai laissé entièrement le montage du tome 3 parce qu'en fait, j'étais trop malade pour continuer le boulot. Et honnêtement, je trouve que même si son découpage diffère un petit peu du mien, d'ailleurs là j'ai un des livres entre les mains, genre elle a vraiment bien bossé dessus. Elle a proposé plein d'idées qui étaient vraiment genre géniales. Je pense que ceux qui auront le livre entre les mains bientôt auront des moments où ils vont se crisper parce que elle a eu des bonnes idées horribles. Elle a eu des bonnes idées horribles de montage où vraiment tu te sens pas bien, tu vois. Ouais. Lutin, est-ce que tu pourrais mettre la slide de l'adaptation
pour montrer justement le changement. Là, Ouais. parce qu'on voit bien. Par contre, j'avais juste des questions et des remarques qui avaient été mises par le commentaire. Du coup, il y avait Maya Chalon qui a dit qu'elle venait te chercher, qu'elle viendrait te voir à la Japan Parsi et qui adore ton Je serais travail. ravie. Ouais. Je serais trop contente de la C'est ça. voir. Du coup, elle dit qu'elle est Maya Chalon et tu pourras la reconnaître. Ouais, y a pas de souci. Faudra juste me le dire sur le moment Oui, parce c'est que je ça. risque de croiser tellement de monde sur le salon que voilà, elle aura qu'à me dire que ah mais oui mais j'étais là pendant le live du Wafé et moi je serais ah mais oui mais tu es merveilleuse. C'est vrai. Euh, Du coup, je sais pas Il si y tu as a envie de Ellie. répéter parce que Maya Chalon voulait aussi savoir d'où t'es venue l'idée de My Senpai est un homme. Tu peux peut-être répéter vite fait. Oh, c'est un triangle amoureux à l'école des sorciers à la japonaise. Voilà en gros. Il y a un amalgame de tous les clichés de Webtoon. C'est ça. À la base. C'est ça. Attends, il y a Ellie qui vient de mettre un commentaire. Elle a mis entre guillemets: j'ai décidé que sur cette couverture, les lecteurs auraient un kink sur les pieds de Morgane. Ah oui. Ah, si tu veux, tu peux revenir en arrière. Je remets sur la couverture du 2. Oui. Alors, j'ai fait le choix de faire mes personnages pieds nus sur les couvertures. C'est tout le sens biblique, tous ces trucs-là. Bon, bref, la grandeur. Mais effectivement, le pied de Morgane, il est particulièrement sexy sur la couverture du 2. Et cette petite jambe qui dépasse alors que c'est un mec et qu'il est en robe, je suis désolée, genre Morgane n'a jamais été aussi mignon. C'est un personnage, genre vraiment, j'ai plein de choses à dire sur lui, je sais pas si j'aurai le temps sur le webtoon. Je vous expliquerai après pourquoi je suis inquiète entre guillemets. J'ai plein de choses que je veux raconter, mais je vais avoir des contraintes. Ouais. Du coup, par rapport à l'adaptation, globalement, on a fait le tour en début. Je t'ai un peu harcelé de questions. Mais du coup, là, on Voilà, a bah, la typiquement, comparaison. on a des planches du tome 1, effectivement, pour voir un petit peu comment ça s'est adapté. Et je trouve que c'est pas mal. C'est assez représentatif du montage que je fais. Parfois, en fait, ça vaut le coup aussi de laisser une grande page presque vide, entre guillemets, pour justement imposer en fait la taille de la chose. Typiquement, cette porte, elle est immense, Cassiopée est toute petite dans la page. Et ça marche bien. Alors que si je m'étais amusée à mettre une case, puis ensuite une autre, puis à côté, voilà, ça aurait peut-être été moins pertinent visuellement. Ouais. Parce que, voilà, je sais pas si je me fais comprendre, mais... Oui, ça va. T'inquiète. Mmh. Je pense que nous deux, c'est parce qu'on est du milieu, mais je pense que ça se ressent. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Et typiquement, il y a, dans le tome 3, j'ai un personnage qui fait une grosse crise d'angoisse, puis au bout d'un moment, il pousse un cri déchirant. Et en fait, on s'y attend pas forcément, mais vraiment, en fait, c'est le personnage s'écroule, et puis on tourne la page, et puis on a on a une immense page, en fait, qui est entièrement consacrée à une seule bulle, c'est la bulle de son hurlement. Et c'est assez frappant, en fait, ça claque. Ça marche vachement bien. Du coup, par rapport à tout ce qui est la communication, les conventions, comment est-ce que tu gères comment se passe la communication en ligne, les conventions en fait Alors, explique-nous. oui, je regarde la slide. Ouais. Du coup, niveau communication en ligne, en réalité, en fait, je fais des choses assez spontanées. Je suis pas du tout une professionnelle des réseaux sociaux et je pense d'ailleurs que ça se voit. C'est-à-dire que j'ai toujours moins de 3000 abonnés sur Instagram. Ce qui me fait beaucoup rire parce que ça fait plus d'un an en fait que je suis coincée en dessous de la barre des 3000. Moi, je trouve ça vraiment rigolo. Ça me gêne pas en fait. Les statistiques, les likes, c'est pas du tout mon truc. Je poste et puis voilà, s'il y a personne qui like, c'est pas grave. Parce que la vérité, c'est que mon public, en fait, il est en convention, en fait. Il est vraiment présent physiquement. Et ça me suffit. Je veux dire, tant que j'ai du monde qui vient me voir sur les stands, je vais pas m'inquiéter en me disant, oh là là, sur Instagram, j'ai fait que 120 likes. C'est pas du tout mon truc. J'ai pris beaucoup de distance par rapport aux réseaux sociaux parce que
C'est le genre de choses en fait qui peut très vite me mettre très très mal. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont très angoissés en fait à l'idée de ne pas avoir de retour abonné ou ce genre de truc. Je veux dire, c'est Internet en fait, et Internet c'est pas la vie réelle. Et moi j'ai les deux pieds dans la réalité en fait, dans le Ouais. monde réel. Et le monde réel en fait, il est en convention. Mm. Oui. C'est à ce moment-là, c'est dans ce genre de moment que je rencontre des vrais gens. Et en fait, plus ça va, plus je tends à être professionnelle sur mes stands. C'est-à-dire que typiquement, récemment, j'ai fait imprimer énormément de flyers pour pouvoir les distribuer à un maximum de monde. Je réfléchis à comment je vais présenter les choses pour que les flyers en question soient pas jetés à la poubelle. Je prévois des budgets pubs, je cherche des idées marrantes. Typiquement, là, pour le Salon Fantastique, le 1er avril, il va y avoir une grande distribution d'autocollants de runes poissons. Voilà, c'est des Génial. poissons runes. Et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils soient collés partout dans le dos des visiteurs. J'ai trop hâte. Et typiquement, pareil, voilà, j'ai fait refaire une bâche récemment, mais pas une petite bâche de 50 cm sur 1,5 m. Non, non, j'ai fait imprimer une bâche de 2 mètres sur 2 mètres. Comme ça, on pourra pas me rater, en fait. Je vais D'accord. être tellement énorme. Et en plus, c'est pas une petite bâche avec des couleurs un peu pastel. Non, elle est rose flashy, la bâche. Comment Avec Cassiopée, grandeur nature dessus. Le Waouh. logo de Webtoon, il est monstrueux. Non, l'idée, c'est vraiment d'être de plus en plus visible. D'ailleurs, j'ai ma co-exposante qui est dans le chat là. On ne prend plus de petits stands en fait. On prend plus que des stands doubles, voire plus. À la TGS, on a fait une petite folie. Vous avez pris combien? Et alors la TGS, attends, je sais plus si on a pris, je crois qu'on a pris 12 mètres. Ah putain, linéaire. Ouais, Ça fait ouais, 6 ouais. stands au total, les gens. C'est ça. Oh, Donc mon Dieu. on s'est rendu compte un petit peu de notre bêtise, on cherche quelqu'un pour co-exposer avec nous. Mais du Mais coup, voilà, quand l'idée tu es en c'est de paraître convention, toujours plus grand. ouais, quand tu es en convention, tu as tendance à privilégier le fait de présenter le tome 1 ou tu présentes la suite? Alors moi personnellement, ce que je constate, c'est que les éditeurs généralement font beaucoup de pubs pour leur tome 1 et assez peu pour la suite. Et en fait, à chaque fois, je me dis mais c'est complètement con parce que si tu fais de la pub pour le volume, enfin le nouveau volume qui vient de sortir, tu vas peut-être motiver des gens à aller acheter la suite, enfin à acheter les premiers en fait. Donc c'est vrai que là typiquement là effectivement je suis entièrement focalisée sur le tome 3 parce qu'il est sorti il y a 15 jours. Mais effectivement, l'idée, c'est que je suis en train de faire, là j'ai lancé une nouvelle offre, je fais un tarif pour un pack duo pour que les gens ils achètent directement le 1 et le 2. Donc on Ok, passe, voilà. L'idée, stratégie marketing. c'est que les gens partent pas avec un seul, mais 2 livres pour se forcer entre guillemets à vouloir acheter la suite en fait. Ouais, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des contraintes que j'avais pas avant, en fait, que je pouvais, le genre de choses que je pouvais pas faire avant, parce que faire imprimer un livre, ça coûte quand même assez cher, et à moins de le faire imprimer en très grosse quantité, euh, c'est c'est compliqué en fait de se faire une belle marge dessus. Là, en fait, comme j'ai fait rééditer le tome 1 et bientôt le tome 2, j'ai réussi à faire baisser drastiquement mes frais de production parce que j'en ai fait imprimer beaucoup plus. L'idée, c'est que effectivement, ma Senpai Etanam, ça s'arrête pas maintenant. Je me suis fait conseiller par plusieurs personnes qui sont dans l'auto-édition, dont notamment Aérine, parce que quand je me suis retrouvée à être bientôt en rupture de tome 1, je suis allée la voir et je lui ai dit, tu fais comment sur Chronoxys Express? Et elle me dit, ah bah j'ai fait produire pour 5 ans. Alors je suis un peu tombée des nues parce que quand elle me dit j'ai fait produire pour 5 ans, sachant que moi j'ai mes 800 exemplaires qui sont partis en 1 an et demi à peu près, j'ai un peu, j'ai eu une petite goutte de sueur, je me suis dit attends, faut que je produise combien de livres là? Donc j'en ai fait produire 2000 et puis ça vraiment ça change la vie en fait, c'est pas du tout c'est pas du tout le même tarif. Ouais, c'est sûr. Je crois que la production du livre elle a baissé de
25% le prix d'origine en fait. Logique. Et Mais c'est non, ce je qui me permet comprends. de faire des packs duo un peu moins Ouais. chers, parce que comme c'est imprimé en grosse quantité, forcément, voilà. Je sais pas si je pense que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Oui. Lutin, j'ai pas compris ta prochaine question. Oh, C'est T'as- ça t'as t'a pas paru lu difficile Ouais. ou... Laquelle? Attends, j'arrive. Ça t'a paru difficile ou tu avais de l'expérience? Ah oui. Est-ce que j'avais de l'expérience avant? Comment Oui, tout à fait. Comment j'ai retiré communication? Voilà, c'était pour l'expérience dans la communication avant Ma Senpai Tanam et les œuvres globalement que tu avais faites avant, comment t'avais évolué niveau communication. Bon, faut savoir que sur Facebook depuis 2010, j'ai une page Facebook. La vache, ça me fait bizarre. C'est un peu vieux, Facebook, par Ça exemple. fait 14 ans. Oui. Ouais. Donc, en fait, les réseaux sociaux, j'y ai toujours été. En fait, j'ai grandi avec. Mais effectivement, je pense que, en fait, la vérité, c'est que ça n'a pas tellement changé. Je publie un petit peu à n'importe quelle heure et je fais un petit peu ce que je veux. Donc, par rapport à ça, je dirais que ça n'a pas trop changé. Mais si j'avais de l'expérience avant dans l'auto-édition, évidemment, en fait, parce que j'ai fait Ingvild avant, en 3 chapitres. C'était un manga sur les Vikings. Que je continuerai quand j'aurai un jour terminé ma Senpai Etanam, si un jour ça se termine. Et je faisais des fanzines, et en fait mon tout premier livre auto-édité que j'ai sorti s'appelle Lost in Time. C'est une BD hideuse qui n'a aucun sens. C'est trop moche, vraiment c'est horrible. Et j'avais 17 ans et il fait 120 pages, mais je l'ai sorti. Oui. Je l'ai fait. Et en fait, honnêtement, genre, c'est tellement formateur. J'invite et j'encourage 1000 fois les gens à le faire. Parce que c'est trop bien, en fait, de sortir son livre. Je pense que c'est celui dont je garde le meilleur souvenir. Parce que, en plus, j'étais extrêmement proche de ma communauté sur cette période. C'était l'époque où Facebook, ça marchait bien. Et je sortais des planches par jour, en fait. Ouais. C'était vraiment cool. Je me suis bien amusée dessus. Et après, effectivement, comme c'était très lié à l'univers de quand j'étais plus jeune, quand je faisais au collège, lycée, c'était épanouissant. Je pense d'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens qui font des histoires de trucs qu'ils ont créés quand ils avaient 14-15 ans. Je pense que c'est bien de passer à autre chose. Mais Non, après, c'est peut-être juste moi. Je ne partirai jamais de Vesna, moi. Je tiendrai. Je sais que ça a été vachement épanouissant pour moi, en tout cas, de passer à autre chose. En tout cas, de faire Ingvild, que j'ai lancé un petit peu sur un coup de tête, un 1er janvier. Je l'ai commencé en fait pour le tremplin Kyun. Et ensuite, j'ai continué dedans. J'ai trouvé que c'était sympa à faire de mon côté. Mais en fait, sortir vraiment de mes vieux personnages que j'avais dessinés et créés quand j'avais 14-15 ans, ça m'a permis aussi de me rendre compte que mes problématiques étaient plus les mêmes par rapport à celles que j'étais quand j'étais petite. Donc après, je dis pas qu'on peut pas grandir avec ces personnages, hein. Mais effectivement, une histoire, quand tu l'écris, elle parle de ton toi actuel, en fait, je pense. Et ouais, il faut le changer après. Quand tu passes trop de temps sur un truc, au bout d'un moment, ça te ressemble plus vraiment, en fait. C'est ton toi enfermé du passé. Voilà. Une demande qui a évolué. C'est ça. Dis-moi, tes dédicaces, tu mets combien de temps à les faire? Alors, les petits chibis que vous pouvez voir à l'écran, oh, je suis très fatiguée. les petits chibis que vous pouvez voir à l'écran, 4 minutes. Oh. Mais après, il faut rajouter le nombre de tomes. T'en as eu combien à dédicacer? Ouais. T'en as eu combien à dédicacer? J'ai quelque chose comme 300 précommandes, et je pense que j'en ai la moitié à dédicacer, donc il y en a bien 150 à faire. Ça va le poignet? Ouais, franchement, ça va trop bien. Genre, j'ai aucun... En fait, c'est même l'inverse, c'est marrant parce que je suis droitière,
et j'ai mal à la main gauche parce que je joue trop aux jeux vidéo. Yes. Ça n'a pas de sens. Non, Euh, vraiment, ça n'a pas de sens. et du coup, Après, c'est vrai que pour les autres, celles où je fais un petit peu de détails, je peux passer entre 15 minutes à 30-40 minutes. Les petits chibis, c'est Sinon, j'en ai mis vraiment une, quand j'en ai j'ai mis pas une. le temps. Voilà, typiquement, effectivement, là, on en a une très belle. Ce genre de dédicace, je passe 20 minutes dessus, 20-25 minutes, parce que ces dédicaces, c'est des dédicaces ultimes, entre guillemets. C'est des gens qui ont payé pour avoir un très beau dessin sur leur bouquin. En fait, le fait de payer pour ce genre de dédicace, généralement, c'est l'aspect don, en fait. L'air de rien, c'est quelque chose qui est vachement mis présent dans l'auto-édition. Ouais, ils ont mis une photo du garage. Je vous raconterai Ouais. la petite Ce anecdote sera, juste après. ce sera Ah après. bah. Quand C'est on assez Attends, rigolo. je vais en profiter pour demander justement comment est-ce que tu gères le voyage dans les conventions avec tes stocks pour comment ça se passe? Est-ce que tu as des stratégies pour connaître le Alors, nombre de chaque si tome à prendre? vous voulez, là, il y avait les cartons. Oui. Figurez-vous que dans un carton, il y a 36 livres. Et qu'un livre, ça fait 400 grammes. Et ben, en Comment fait, tu les ça pèse emmènes? très lourd. Ça pèse très lourd. Donc, j'ai que 3 solutions. Soit je les prends dans ma valise, mais c'est affreusement lourd et c'est entre guillemets presque infaisable. Là, typiquement, genre pour Clermont Geek, j'en ai ramené dans ma valise. Euh, ma valise, je crois qu'elle faisait 30 kilos juste de livres. Et après, faut rajouter le poids de la valise vide, faut rajouter les flyers, faut rajouter les couvertures alternatives que j'avais pris avec moi. Donc, je pense que la valise faisait bien 35 kilos. C'est très très rare que je m'amuse à me balader avec ma valise qui fasse ce poids-là. Surtout que c'est pas une valise de convention en fait, c'est plus une valise de dédicace. Dans le sens où les valises de dédicace, c'est vraiment quand je me déplace pour aller voir un libraire. Les valises de convention, il faut que je remplisse en plus avec du matériel, avec des nappes, avec de la déco et tous ces trucs-là. Ce serait inenvisageable de se balader avec 2 valises de ce type. Ce serait horrible. Sinon, une autre solution qui est pas mal quand je suis vraiment dans la dèche, c'est que je les envoie par Mondial Relais et je les réceptionne à l'endroit où je vais en fait. Une semaine ou 2 avant, je fais poster des colis avec les livres à l'intérieur et puis après je peux les réceptionner. Ça me coûte à peu près genre 15, 20, 20, enfin ouais, 20 € le colis à peu près. Ça fait 20 € les 30, 35 livres. T'as pas eu de perte en faisant ça? Non, jamais eu de perte avec Mondial Relais. J'ai eu des pertes avec la Poste, mais c'est plus un problème d'envoi de Ulule généralement. Ok. Et la troisième solution, et c'est pour ça que Ellie dit que j'ai trouvé un bon filon, il me faut un voiturier. Donc j'ai quelqu'un en voiture qui m'aide à transporter les bouquins. Typiquement, par exemple, Ellie, elle a quelque chose comme 150 tomes de Mass Empire chez elle. Donc, quand on va aller à la TGS, les livres seront déjà sur place, ce qui est merveilleux. Et quand on va aller à Manganim, c'est elle qui va les emporter. Et c'est pareil pour le Salon Fantastique, en fait. Elle fait voiturière pour mes livres. C'est bien, t'as une employée. Puis arrivera le moment où elle aura plus de livres chez elle et c'est moi qui devrais les emmener et je vais souffrir. Et du coup, ça va être dur. comment est-ce que tu gères les stocks? Bon, du coup, on a compris qu'il y avait Ellie, mais je pense que c'est pas que ta seule solution. Alors, des fois, il y en a. Alors, faut savoir qu'ils sont un peu éparpillés. Donc, effectivement, j'en ai chez mes amis. Donc, j'en ai chez Ellie, j'en ai chez une copine qui est à Clermont. Et il y en a pas mal qui sont en librairie, l'air de rien. Généralement, les libraires, quand ils en prennent, ils ont 5 tomes de chaque. Donc, ça va vite. Ça fait 15 bouquins par libraire partenaire, s'ils les ont pas vendus. Mais généralement, ils les vendent. Parce que ça se vend bien, l'air de rien, en librairie. Si les gens conseillent bien. Mais c'est vrai que le plus gros est dans le garage et là il y a à peu près 2800 livres dans mon garage et on a pris en photo en fait la photo du garage pour une très bonne raison. Si vous
pouvez prendre le Ouais. temps d'observer le sol, il est noir. J'ai eu un incendie dans ma copropriété récemment. Alors je vous raconte pas, j'étais à Montpellier quand j'ai appris qu'il y avait eu un incendie et j'ai commencé à transpirer ma mère parce que j'étais en train de me dire mon garage a peut-être pris feu. Et dans ce genre de moment, c'est très important d'avoir une bonne assurance parce que l'air de rien, 2800 livres, c'est quelque chose comme plus de 10 000, 15 000 euros d'impression. Et tous ces trucs-là qui partiraient en fumée, je vous raconte pas la galère. Ça serait assez horrible. L'avantage, c'est qu'il y a eu que de la fumée dans mon appartement, dans mon appartement et dans mon garage. Mais ils sont toujours pas venus nettoyer. Ça fait plus d'1 mois là que j'attends que quelqu'un passe pour tout nettoyer. Ok. C'est honteux. Je vais taper un scandale. Mais au moins tout va bien, tes livres vont Voilà. bien. Donc en matière de haut et de bas, vous pouvez rencontrer ce genre de problématiques qui sont exceptionnelles. À chaque fois, on se dit toujours non, mais c'est pas à moi que ça arrivera. Méfiez-vous, ça peut arriver. Pareil, il peut y avoir une inondation ou ce genre de choses, les livres sont foutus ou ce genre de trucs. Personnellement, les miens, ils sont toujours sur palette. Ça veut dire qu'ils sont toujours, ils ont toujours des petits pieds en fait. Ils sont protégés du sol, ils sont pas à même le sol. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait. Faut vraiment les laisser sur pied. Ouais. Et tu aurais d'autres conseils logistiques pour le stockage Avoir de un garage. Ouais. Un garage, donc du coup forcément c'est un box fermé. Si c'est un box en extérieur, faut pas que ce soit un box humide. Je pense par exemple les garages extérieurs, s'il pleut, s'il y a de l'humidité qui rentre à l'intérieur. Quand on vérifie de toute façon ce genre de choses, faut vérifier tous les coins des trucs, voir s'il y a des fuites d'eau, s'il y a des moisissures, bref, tous ces trucs-là. En matière de logistique courte distance, je conseille d'avoir une planche à roulettes ou un diable pour déplacer les livres. Typiquement, tout à l'heure, j'ai fait remonter quelque chose comme 3 cartons. J'aurais dû faire 3 allers-retours dans mon garage et me péter le dos. Sauf que j'ai tout mis sur ma planche à roulettes et je suis remontée en faisant du skate. C'était rigolo. C'est bien pratique, ouais. Et sinon, effectivement, je pense que c'est très important, c'est bête à dire, moi ça me semble évident, mais il faut vraiment évoluer dans un espace qui est dédié aux pros et un espace qui est dédié aux persos. Genre par exemple, jamais ça me viendrait à l'idée de mettre des cartons de Ma Senpai Etanome dans ma chambre. C'est mon endroit à moi, doit pas y avoir le boulot. Surtout qu'en auto-édition et même dans le dessin en général, on est très seul chez soi. Ouais. C'est pas, je veux dire, il y a des endroits où il faut pas se faire dévorer par son boulot. J'adore me faire des petits goodies pour moi-même, me créer des trucs et tout, mais Ma Senpai Etanome, c'est en dehors de ma chambre. J'ai une petite aparté. Par exemple, sur Lyon, je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers pour les jeunes artistes qui travaillent dans de la BD ou quoi. Ouais. Donc, si vous vous sentez seul chez vous à bosser et que vous êtes dans le domaine artistique ou quoi, voilà, il y a des espaces où on peut bosser à plusieurs. Donc, n'hésitez pas, ne vous isolez pas. C'est pas ce qui vous convient, c'est totalement ok. Il y a l'atelier Millefeuille qui accueille régulièrement des nouveaux artistes et le loyer il est à 100 € par mois. Vous avez un bureau et puis vous êtes entouré, genre il y a je crois 20-25 artistes dans la même coloc, c'est trop bien. Genre j'y suis allée juste pour visiter parce que j'avais une de mes profs qui bossait là-bas et c'est un super environnement. Je le conseille vraiment. Et sinon, par rapport à tout ce qu'on a dit à peu près, pour toi, quels sont les avantages et les défauts que tu trouves à l'auto-édition d'une série surtout? Bon, déjà la différence c'est que quand tu fais un one-shot, je ferai les avantages et les défauts juste après, mais voilà, pour vraiment expliquer la différence entre un one-shot ou un artbook et une saga en auto-édition, faut vraiment imaginer que la saga ça va être plusieurs livres, que c'est beaucoup de poids à transporter, qu'on n'a pas beaucoup de référentiels. Typiquement à part Yatou et à Erin, parce que Maliki je considère pas qu'il fasse une saga en fait. Les blogs sont lisibles individuellement en fait. T'es pas du tout obligé
Voilà, t'es pas obligé d'avoir tous les bouquins pour comprendre comprendre, ouais. l'histoire, parce que c'est du slice of life. Donc pas de référentiel, parce que effectivement, il y en a certains qui ont pas publié depuis longtemps. On leur reproche pas, hein, d'ailleurs, c'est très bien, ils prennent soin d'eux, notamment Erin qui prend très soin d'elle, et je suis contente de la revoir petit à petit. Il y a tout pareil j'ai l'impression qu'elle est tout le temps débordée, c'est effrayant. Je pense que quand on se lance dans une saga aussi, si on rencontre du succès, on est écrasé en fait par le poids de la responsabilité, des fois. Et je trouve ça horrible. Genre, j'ai plein de moments où j'ai dessiné ma Senpai est un homme et où je me suis dit, attends, là, est-ce que ce que t'écris, c'est sain pour ton public? Est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que ça va être compris comme il faut? Et en fait, moi, je me mets une pression monstre en fait pour que les mots qui soient utilisés soient les bons mots en fait. Je prends un exemple. Dans les épisodes où Nicolas et Luce se rencontrent, genre, il y a vraiment eu ce passage où Nicolas se décide entre guillemets à prendre le dessus et il se dit vas-y, je vais embrasser Luce. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, cette scène, pour moi, il fallait qu'il y ait un consentement qui soit très, très, très clair. Parce que Luce est un personnage hyper introverti, qui se fait facilement marcher dessus, entre guillemets. Et à contrario, Nicolas, c'est une bombe atomique. Il est hyper avenant, etc. Donc, effectivement, il fallait vraiment que Nicolas force Luce à lui dire ce qu'il voulait très clairement, pour pas que ce soit perçu comme un abus de charisme, en fait. Voilà. C'est une des scènes qui m'a pris la tête, par exemple, mais j'en ai plein d'autres. Hein. Ouais. Et du coup, le fait que ce soit une saga, tu te mets plus de pression pour que tout concorde et que ça aille avec ton public, le message que tu veux transmettre, tout ça. C'est ça. Par exemple, quand j'ai créé le grand antagoniste, Helios, j'ai vraiment ma peur, la plus grosse peur que j'ai eue, c'est que j'ai des gens qui commencent à le shipper avec Nicolas. C'était inenvisageable pour moi que ça arrive. Alors j'ai posé les points sur les i tout de suite. J'en ai fait la pire ordure de l'univers. Parce qu'à aucun moment je voulais qu'il y ait une espèce de ah c'est le méchant mais il est sexy donc ça va et tout. Non. C'est un bad guy, il est horrible et il a rien de voilà. Ouais. Oui. Et à aucun moment il faut aussi que je fasse en sorte de valider des comportements qui pourraient être considérés comme nuisibles ou toxiques en fait, parce que comme moi j'ai vécu ça, et j'ai pas envie. Typiquement, les lecteurs ils ont encore du mal avec ce sujet, mais la façon dont Saul se comporte est toxique. Il se comporte pas bien et il va finir par avoir un rappel à l'ordre et le karma va lui retomber dans la figure. Ouais. Mais du coup, je reviens un peu à la question. Pardon. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Pour toi, quels sont les avantages et inconvénients de l'auto-édition? Oui. Alors, du coup, au niveau des avantages, j'ai noté que du coup, on était extrêmement polyvalent. On est polyvalent, c'est super agréable parce que effectivement, on fait plein de choses différentes et c'est vivifiant en fait de faire des choses différentes, de pas faire tout le temps les mêmes trucs. Je trouve ça vraiment super agréable. Ensuite, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, mais on a un libre arbitre total. On écrit ce qu'on veut. Là où parfois un éditeur, il pourrait te dire ah non, je veux pas qu'il y ait un téton qui soit visible. Ah non, je suis pas trop chaud pour cette relation. Ah, tu pourrais pas plutôt l'écrire comme ça pour que ça corresponde à notre ligne éditoriale. Alors après, de ce que j'ai entendu dire, les éditeurs maintenant ils s'en foutent un peu, hein, ils te laissent faire ce que tu veux. Ouais, dans le webtoon, Mais oui. dans le doute, voilà. Mais ça peut être pire, en plus ça pourrait être la situation où ils te demandent de faire un truc toxique juste parce que ça a du succès. Ouais, c'est ça. Aussi. Exactement.
Du coup, il y a la proximité avec les lecteurs. Forcément, comme je bouge beaucoup, c'est cool. Je vois plein de monde tout le temps. Et puis, je revois régulièrement les mêmes lecteurs. On s'entend bien. Il y en a certains même qui deviennent carrément mes potes. Donc, c'est vraiment trop bien, ça. Je suis pas sûre qu'un auteur de bande dessinée ou de webtoon fasse autant de moves, en fait. Genre, il est plus... En fait, il y a les périodes de sortie de bouquin où l'éditeur lui dit, bah voilà, tu peux faire plein d'événements. Mais après, en dehors, on lui demande d'être plutôt concentré sur son boulot. Ouais, il est censé produire, ouais. Voilà. Petite pensée pour Louis, qui ne fait absolument pas ça. Louis, c'est l'auteur de Red Flower et c'est le meilleur good guy de l'univers. Voilà. Faut les lire, Red Flower, c'est vraiment super. Et lui, il fait plein de conventions tout le temps parce qu'à côté, il fait aussi de l'auto-édition par rapport à son manga, en fait. Il a sorti des spin-offs au départ avant de signer avec Glénat. Et ça marche vraiment super bien. Et donc aussi, dans les avantages, on a plus d'argent qu'un auteur standard. Parce que typiquement, je gagne 75% des revenus de Ma Senpai est un homme. Alors qu'un auteur, bah, il va gagner 8%, qu'il va devoir en plus déclarer, je crois. Ouais. C'est moche. Si je dis pas de bêtises, qu'un jour on m'avait dit qu'une grosse BD qui coûtait 20 euros, l'auteur édité, il gagnait que 1 euro. Ouais, C'est pas dans du bouquin, ça? Ça dépend. Ouais, mais ça fait pas beaucoup quand même, 1 euro. Ça veut dire qu'il a négocié son contrat à 5%. Généralement, la négociation d'un contrat, ça se fait plus entre 8 et 12% en fonction de ta maison d'édition. Donc voilà. Donc effectivement, sur un livre à 10 euros, généralement, un auteur gagne entre 80 centimes et 1,20 €. Ce qui est pas beaucoup. Non. Et du coup, quelles sont les difficultés que tu pensais rencontrer en auto-édition, surtout Attends, j'ai pas fait les défauts. J'ai pas fait les défauts. Et le dernier avantage, effectivement, c'est l'accomplissement personnel. Arriver au bout d'un truc aussi énorme que de l'auto-édition, c'est hyper agréable. Je veux dire, t'es hyper fier de toi parce que en plus, toi, c'est vraiment le fruit de tes entrailles, quoi. C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour toi, c'est toi, entièrement, juste toi. C'est comment on appelle ça? C'est une immaculée conception. Et dans les défauts, ce que j'ai noté, c'est que bah forcément, on n'est pas dans la grande distribution, donc les lecteurs sont vite saoulés parce que ils n'ont pas forcément envie d'acheter quelque chose qu'ils auront du mal à retrouver. Moi, j'ai de la chance parce que je suis soutenue par le réseau Momi Manga, donc je suis vraiment trop contente. C'est vraiment des libraires adorables. En autre défaut, on est particulièrement seul. Bah typiquement, genre, j'ai réceptionné mes tomes 3, j'étais toute seule. Et là, je dois les envoyer, je suis toute seule. Si tu fais des erreurs aussi, c'est entièrement de ta faute. Personne ne peut tu peux insulter personne, en fait, c'est pour ta gueule, quoi. T'as fait une connerie, c'est de ta faute. Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage, comme ça, tu mets pas la faute sur quelqu'un d'autre. Ouais, ça peut être vraiment... C'est vraiment à double tranchant. Ouais, bah quand moi j'ai déjà reçu des livres mal imprimés à cause de moi, et là j'ai fait putain. Ouais. Tu t'en veux, hein, tu culpabilises. Il y a une prise de risque financière parce que effectivement, bah tu gères toute la production de A à Z tout seul et c'est éprouvant. Ouais. Et personnellement, alors c'est peut-être juste moi ou c'est juste que j'ai pas posé les bonnes questions à mes autres collègues auto-édités, mais personnellement, je me sens pas comprise par mes pairs. Je me sens pas comprise par les autres auteurs qui sont en édition. Du coup, j'ai un rapport conflictuel avec eux et compliqué. T'as pu l'aborder avec des personnes en auto-édition, ce sujet? Bah, généralement, en fait, on est un peu en auto-édition. Faut imaginer qu'on est un peu sur notre petit bateau et qu'il y a personne, en fait, sur la mer. Ok. Et quand tu croises quelqu'un, t'es là, oh mon Dieu, vous ici? Okay. En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens en auto-édition, mais qui en vivent vraiment, qui en font un métier très sérieux et qui ont entièrement leur revenu dessus. C'est assez rare. Ouais, ils font pas tout ça. De toute façon, voilà. même en BD, soit t'as des espèces de mastodontes comme Maliki, il y a tout, et genre
Chain ou Fanelia, soit tu as l'espèce de moyen créateur comme moi, avec des gens un peu moins connus, mais qui en vivent entièrement, mais qui sont pas du tout au même niveau. Voilà. Ouais. Tu vois, moi, je Ouais. suis dans Ou ma barque. encore d'autres exemples avec Teaspoon ou Sombreuil, Sombreuil Voilà. pour son artbook, Teaspoon qui commence sa série. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu Et vois, Sombreuil, je suis pas sûre qu'elle en vive. Non, elle a un taf à côté. Enfin, attends, peut-être Voilà, qu'elle l'a elle a quitté quelque chose. entre-temps. Elle Je sais passait pas. Bah, parler au passé. Mais bref, on n'est pas là pour ça. ok. Et du coup, quelles sont les difficultés que tu pensais rencontrer en auto-édition? Alors, j'ai fait 2 colonnes. J'ai fait ce que je pensais que j'allais rencontrer comme problème, Oui, et ensuite j'ai fait la réalité. oui. Ah, c'était ce que je Alors, voulais. Parfait. ce que je pensais rencontrer comme problème, je pensais que ce serait plus difficile de trouver mon public. Sauf que Ma Senpai Etanome, le titre est assez révélateur, il attire l'attention, il intrigue, et les couvertures sont assez séduisantes pour attirer de plus en plus de monde, donc c'est vraiment cool. Je pensais que ce serait plus difficile aussi de dessiner toute seule. Je pensais que ça me ferait déprimer, sauf que pas tellement en fait. Généralement, en fait, je me rends pas compte du temps de travail qui a été abattu, parce que comme je fais ça étape par étape et que je suis à fond dans mon truc, je regarde pas le temps qui passe. Je pensais que ce serait plus difficile de gagner ma vie de manière stable. Alors c'est difficile, hein, mais en fait non. En fait ça c'est ce que je pensais, et puis c'est aussi la réalité en réalité. C'est difficile de gagner sa vie de manière stable. Typiquement, j'ai presque pas eu de revenus entre janvier et février parce qu'on n'avait pas de convention. Ah oui. Et Ouais. c'était difficile, c'était très très difficile. C'est énormément les conventions qui te portent en fait avec Voilà. l'auto-édition. Le parcours libraire, il est super intéressant et hyper gratifiant, mais en fait financièrement, il suit pas trop. Parce que à chaque fois que tu veux envoyer un livre à un libraire, il va pas te prendre un stock énorme, et puis tu vas échanger plusieurs mails, tu dois faire une remise de librairie, et puis il faut que le libraire il les vende les bouquins derrière, et ça peut être très long, et des fois genre tout ça pour 60€, c'est un peu relou quoi. Voilà. Quand dans un week-end tu peux faire un SMIC, disons que t'es un peu en mode Ouais. Michel, tu m'as pas vendu de livre cette semaine. Je sais pas pourquoi je t'imagine bien aller à Momi Manga avec 5 livres. Je fais, j'ai encore 5 livres. Vous les voulez? Si vous les voulez, prenez-les. C'est littéralement ce que j'ai fait quand j'ai reçu le tome 3. J'ai foncé à Mommy Chambéry, je lui ai fait regardez, il est sorti. Trop mignon. Vous voulez, vous avez envie de l'avoir. C'est ça. Mais et du coup, c'est toi qui dois envoyer des mails? Ouais, généralement c'est moi qui fais la communication. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi peu d'auto-édité en librairie, c'est qu'en fait, comme ça demande énormément de communication, de discussion partenaire ou tous ces trucs-là, que c'est pas si lucratif que ça, effectivement les gens ils ont pas très envie en fait de le faire. Il faut quand même le faire parce qu'il y a des librairies comme les librairies Mommy en fait qui typiquement payent ton déplacement et te logent ou te nourrissent gratuitement en fonction de la distance que tu parcours. Mais c'est vrai que la plupart des librairies ne le font pas en fait. T'es absolument pas remboursé sur ton trajet. J'ai plein de librairies qui me font ah bah ouais carrément, si tu veux tu viens quand tu veux. Sauf que la vérité c'est que c'est moi qui dois me déplacer, qui dois me loger, qui dois manger, et à la limite genre je suis contente à la fin, j'ai droit à un coca. Ouais. Je vois. Voilà. C'est dommage. Ce serait bien une sorte d'application où les librairies elles commandent et après tu leur envoies. Ce serait grave cool. Ça existe, ça s'appelle un distributeur en fait. Le truc c'est que le distributeur, en fait, c'est la personne qui va livrer les livres des maisons d'édition du dépôt jusqu'aux librairies. Ça va être par exemple tous les camions qu'on voit passer qui sont des camions Besson. En fait, sont remplis de livres chaque semaine. Tous les camions où il y a écrit Besson dessus en énorme, en fait, c'est des camions de librairie. C'est un très grand distributeur. Mais ça, c'est pour l'auto-édition ou pour ceux qui sont... Pour l'édition, en fait. Oui. Parce que tu te doutes bien que c'est pas le... Oui. Voilà, c'est pas le... Voilà.
En fait, quand je parlais d'appli, je parlais surtout spécialement pour l'auto-édition, parce que je me doutais que Alors ça après, marchait il comme y a ça. des distributeurs pour les auto-éditions, mais en fait, la vérité, c'est que ça coûte extrêmement cher. Ouais. J'ai beaucoup de collègues qui sont dans l'auto-édition, qui se sont lancés dedans, et m'ont dit n'y va jamais, c'est une erreur. En plus, les stocks sont maltraités, et les libraires, en fait, commandent pas forcément les livres non plus, donc en fait, on revient toujours au même problème. La seule différence, c'est qu'il y a quelqu'un pour les envoyer pour toi. Ouais. Et du coup, dans la réalité, parce que la réédition, c'est l'enfer. Parce que c'est le moment où tu te rends compte que tu dois sortir 10 000 euros. Oui. Et en fait, si tu n'y es pas préparé psychologiquement, ça fait très peur. C'est très désagréable. Ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que en matière de réalité, t'as pas de repère, t'as personne pour te diriger et te dire fais ci ou fais ça. T'es en totale autonomie, ok, mais du coup t'es en totale autonomie tout seul. C'est comme si tu montais sur un bateau et qu'en fait tu sais pas faire de voile. Pratique. Et l'air de rien, du coup forcément il y a une grosse charge mentale. Ouais, ça fait peur surtout, non? La charge mentale, typiquement, là, c'est gérer les deadlines pour moi. C'est un truc, ça m'angoisse. Je n'aime pas du tout. Tu vois, on est en mars, je suis déjà en train de m'angoisser pour le tome 4. Courage. Justement, en parlant du tome 4, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le parcours d'une saga en auto-édition et pourquoi il est différent par rapport à One Shots? Je crois que je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, tu m'avais fait un mini récap, c'est bon, c'est en relisant la question. C'est plusieurs livres, donc plus de poids. Personne pour se référencer, et puis si t'as du succès, soudainement t'as plus de responsabilités. Je pense notamment à Japan Expo, il s'est passé un truc auquel on s'attendait pas quand on a exposé l'année dernière. On avait ramené quelque chose comme 120 livres, mais en fait le jeudi soir il en restait 40. Le jeudi soir de Japan Expo, c'est quand même un peu con. Oui, plus de livres. C'est ça, du coup j'ai mis des quotas. J'ai mis des quotas parce que je voulais qu'il y ait des gens qui puissent quand même venir l'acheter le dimanche. Et j'ai séparé le stock qui restait, et puis j'ai dit aux gens, si vous voulez un livre, vous venez me voir en premier. Sinon je les mets en vente pour toute la journée. Voilà. Là, cette année, on va bien anticiper, on va ramener plein de livres parce que je veux pas me retrouver dans le même problème qu'année dernière. Ouais. En fait, j'ai compris pourquoi j'ai reposé la question. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était en librairie, ça marchait. Enfin, je sais pas pourquoi dans ma tête, il y avait ce truc de si c'est une saga, ils peuvent se dire la série elle est cool, elle est accrocheuse, on la garde quoi. Je vais peut-être faire tomber des nus. Je fais une parenthèse sur les questions. Effectivement, là, tu vas voir, ça peut être un peu long. Je vais faire peut-être tomber des nus pas mal de gens, mais en fait, Solo Leveling couvre 40% de toutes les ventes de webtoons confondues. 40%. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans un marché où il y a déjà 40% de tout l'audimat et de tous les achats qui représentent un seul webtoon. C'est assez effrayant. Et la vérité, c'est que les webtoons français, je me renseigne régulièrement, je demande à mon libraire s'il en a vendu et combien il en a vendu. Et les chiffres sont vraiment pas glorieux en réalité. Même si c'est distribué à une très grande échelle, en fait, ça se vend très mal. Voilà. À part peut-être Colossal qui effectivement a vraiment son succès, mais c'est parce que ça ressemble beaucoup à de la BD franco-belge. Les autres webtoons, s'il y a des auteurs originaux qui sont dans le tas, qui m'écoutent, je suis désolée, mais je crois que votre webtoon se vend pas du tout. Non. Voilà. Et tu penses que le fait de justement que le webtoon il se fasse éditer, en fait, j'allais poser ça a un impact sur le monde de la BD et tout, mais à ce que tu as l'air de me dire, pas vraiment. Je pense que ça va disparaître en fait. C'est un format en fait qui fonctionne pas.
C'est un format qui fonctionne pas, et puis les libraires en fait croulent en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 40 nouveaux titres par semaine, manga et BD confondus, 40 Oui. par semaine. Ouais. Ça veut dire qu'en un mois, il y a 120 livres, 120 nouveautés. En effet, Ouais. Ouais. Et le webtoon paraît à une vitesse tellement hallucinante qu'en fait, ça n'a pas de sens de l'imprimer en livre. Les webtoons sont pas imprimés en livre en Corée, hein. Ils sont Oui, oui. entièrement adaptés en format livre juste pour nous les Français parce qu'on est des gros matérialistes. Et C'est la sûr. vérité, c'est que ça marche pas. Moi, ça marche parce que les gens en fait viennent l'acheter en circuit court, donc ils me rencontrent, ils ont un moment d'échange. Mais en librairie, j'ai déposé des tomes 1 il y a 2 ans. Ils en ont pas vendu un seul en fait. Mais Pourtant, non. c'est des libraires qui me connaissent, avec lesquels j'ai travaillé. Donc à moins effectivement d'avoir une espèce de super pouvoir, ou alors de sortir le webtoon de l'année, c'est très compliqué à sortir. Et inversement, tu penses que ça a changé un peu le webtoon, l'auto-édition, ou pas du tout? Hum, En fait, le truc, c'est que déjà aux US, il y a déjà une énorme dynamique auto-édition. Il y a plein de webtoons américains sur Canvas qui vivent entièrement de la création de webtoons. Je pense notamment à Trash Mermaid, Ouais. qui est hyper connue. C'est la petite sirène des poubelles. Ouais, c'est génial. Elle, ça cartonne de ouf, mais il y a plein d'autres choses. Genre, il y a Death Reaper, je crois, qui sortait sur webtoon aussi avant. En tout cas, c'est un format webcomic. En fait, je pense que le format web et webcomic de façon générale, il doit rester intimiste en quelque sorte pour bien marcher. Je pense que dans la grande distribution, ça peut pas fonctionner parce que c'est entre guillemets trop culture internet. Ouais. On sait jamais, hein. Peut-être que quand les gens qui ont vécu dans l'internet vont grandir, ils pourront acheter. Ouais, je pense. Euh, Mais On en a tout une cas, pour le moment, question. le webtoon, ça marche pas. Ouais. Ok, ouais. On a une question de Opsilac. Opsilac, ouais. Et l'édition par des éditeurs plutôt que l'auto-édition, vous en pensez quoi? Une édition par des éditeurs. Ah, Ah bah en gros c'est te faire Le éditer. classique. ben ça fait partie des derniers trucs dont j'allais parler. Donc si tu veux, on sautera la toute dernière question. C'est sur les autres projets, notamment donc voilà le Café des Confessions. J'ai rencontré les éditeurs à Angoulême. On se connaît déjà un petit peu là depuis un moment parce qu'ils ont ma senpai et Tanom dans leur bureau chez Webtoon. J'en suis très fière, franchement, genre, je suis hyper fière d'être arrivée jusque-là. C'est un vrai accomplissement pour moi, même si c'est énormément de stress. Euh, Effectivement, en fait, je voudrais sortir le Café des Confessions édité par Webtoon, mais en fait, là, je regarde, on est déjà en mars. En janvier, j'avais décidé que je retravaillerais le storyboard et que je sortirais pour le concours. Mais honnêtement, je suis pas convaincue. En fait, à chaque fois qu'on parle des contrats Webtoon, à chaque fois, je me dis ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est pas payé comme j'aimerais. J'ai pas envie d'être sous la coupe d'un éditeur. Je sais pas. Je sais pas. Bosser avec un éditeur, en fait, c'est dans ma tête une source de frustration et de déception. Parce que si le webtoon français se vend comme je le suppose, et je pense que je suppose pas trop mal, ben j'ai pas envie que mon livre il se vende comme ça. J'ai lu certains livres en librairie, certains webtoons. Il y en a en fait, on dirait que presque l'éditeur il a fait du sabotage en fait de son propre bouquin et ça me rend folle. Donc non, je suis pas très chaud en fait. On a un proverbe dans ma famille, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Yes, Voilà, ça c'est le ce qu'on disait à classique. table quand on demandait le sel. Du coup, vous traversez toute la table pour la récupérer. C'est ça, non, moi je mettais souvent sur la gueule à table, mais c'était très drôle. Mais effectivement, je sais pas, travailler avec un éditeur alors que j'ai les compétences pour travailler dans l'auto-édition,
la plupart des personnes qui sont dans l'auto-édition, qui étaient dans l'édition avant, je crois qu'ils n'ont aucune envie d'y retourner pour la simple et bonne raison qu'ils se sont fait enfler. Oui. Donc je pense que ça les chauffe pas plus que ça. Après, l'auto-édition, c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Il y a des gens que ça fatigue trop et qui se disent ah c'était sympa mais plus jamais. Et à l'inverse, pareil, je pense que pour ceux qui sont fait de l'auto-édition, bah c'est pas pour eux. Et, Voilà. Moi c'est juste comme ça. Hein. Moi j'ai surkiffé et puis je sais que j'ai pas envie. Enfin, je me vois continuer d'en faire dans 10 ans et je me sens pas lésée par rapport à mes collègues qui sont édités en fait parce que j'ai mon propre accomplissement. Faut pas regarder ce que les autres y font en réalité. Ah, Moi, je te propose de parler de tes projets à venir. l'avenir. Donc, globalement, on a compris que tes points de vente, c'était beaucoup les conventions. Tu vas faire quelle convention là encore? Alors, j'ai le Salon Fantastique dans une semaine et demie, donc le 30-31 mars et le 1er avril, avec la distribution des autocollants Poisson Rune. J'adore ce nom, Poisson Rune. Ensuite, juste après, on enchaîne avec la TGS, puis je retourne sur Chambéry parce que je dédicace chez Mommy Chambéry. Puis ensuite, je retourne vers Montpellier parce qu'il y a la Manganime à Nîmes. Et ensuite, je retourne à Lyon parce que je dédicace chez Mommy Manga Lyon. Et après, on a la Japan Touch. Et ensuite, je prends des vacances. Et après, il y a la préparation de Japan Expo de la mort. Quand tu viens sur Beaucoup de choses. Monogatari, tu auras des tomes 4, c'est ça? Des tomes 3. Je peux pas faire paraître le tome 4 en un mois et demi. Je sais que je vais vite, mais ça fait beaucoup de responsabilités, tu sais. Je pense qu'on a trop abordé l'apparition du tome 4. Du coup, pour moi, dans ma tête, c'était tome 4. C'est vrai. Mais... En fait, c'est marrant parce que je viens à peine de réceptionner le 3 que je suis. En fait, depuis janvier, même si j'étais dans le bouclage du 3, j'étais déjà en train de réfléchir au 4. Vraiment, je me laisse pas le temps, en fait. C'est pas bien. Et sinon, en niveau point de vente, voilà, il y a les conventions. Il y a les Momies Lyon, Chambéry, Clermont, qui ont déjà le tome 1, 2, 3. Et sinon, il y a, je pense bientôt, le Renard Doré à Paris. J'ai bon espoir qu'il nous reste du stock après le Salon Fantastique que je pourrais leur déposer en librairie. Et sinon, ce sera donc Momie Paris, Grenoble, Dijon et Annecy, normalement. Et on verra si je fais Metz et Saint-Malo. C'est juste que c'est un peu plus loin, donc voilà, à réfléchir. Par rapport à Ma Senpai est un homme, on en est à quel moment de l'histoire? Alors, Début. ça dépend. En fait, ça dépend. Pour pas te mentir, quand j'ai fait le tome 3, j'étais extrêmement fatiguée par mon burn-out et ma dépression. Et à un moment, j'ai vraiment eu envie de claquer mon tablier par terre. Ah, Genre, à un moment, je me suis dit, j'en ai marre, je veux plus rien faire, je boude dans mon coin et j'arrête de publier. À ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même pas très raisonnable, parce que ça fait quand même déjà 3 ans que tu travailles dessus. Et je me suis en fait fait un scénario avec une version courte et une version longue de Ma Senpai est un homme. Si on se base sur la version courte, normalement, où est-ce qu'on peut trouver les dates de dédicace? Sur mon Instagram épinglé dans les toutes premières publications. Donc si on se base sur la version courte, ça veut dire qu'on est à peu près 60% de l'histoire parce que c'est prévu d'être bouclé en environ 5 tomes. Si on part sur la version longue, là par contre on est à 35% de l'histoire et on peut imaginer jusqu'à plus de 8 tomes. nice. Okay. Voilà. Ça voudrait dire que si ça se trouve, dans 10 ans, j'y suis encore. En Au effet. secours. Mais voilà. Par rapport à version longue, version courte, est-ce que tu as réussi à trouver un entre-deux? Ce qui fait que, admettons, tu es à ton 5e tome, il peut à la fois faire aussi de 5e tome et à la fois faire aussi de fin. En fait, à un moment, quand je vais arriver au 5e volume, je vais vraiment avoir un choix. En fait, imagine Ma Senpai est un homme, c'est un jeu à choix. Soit tu arrêtes le jeu maintenant, et c'est bon, c'est autoconclusif. Soit tu continues l'histoire,
Ouais. Voilà, c'est vraiment aussi bête que ça, c'est vraiment un moment, je vais me retrouver face à ce choix. Et ça décidera de la fin de l'histoire. Si à ce moment-là, j'estime que c'est devenu trop compliqué et que c'est pas gérable, parce que comme je l'ai dit, la réédition c'est très compliqué et c'est beaucoup de problématiques un peu angoissantes. Mhm. Si à ce moment-là, je sens que je suis à bout de force et que je pourrais pas continuer, j'arrêterai. Ouais. Ça sera complet, hein, Oh. y a pas de souci là-dessus. Et je pourrais bosser sur d'autres choses en rapport avec ma Senpai Etanam. Mais le tronc central de ma Senpai Etanam s'arrêtera là. Ok. Après, Ouais, comme ça sera une fin entre guillemets ouverte, il n'y aura rien qui m'empêchera de reprendre quelques années plus tard. C'est bien, ça veut dire qu'on pourra te lire encore très longtemps. Voilà. J'aime vraiment beaucoup mon métier et j'ai pas du tout envie d'arrêter, donc. Même si c'est pour Du coup, d'autres histoires. je profite de cette merveilleuse diapo parce que il paraît que tu fais un spin-off de Luce. Ah, Ça ferait quel oui. format? Alors, là en plus vous avez la première page, la première double page. Oui. Le spin-off de Luce. Alors, ce serait donc un format qui, genre, le titre provisoire pour le moment, c'est le journal de Luce. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Je partis sur quelque chose de très simple. C'est un spin-off en fait que j'ai très très envie de raconter, qui sera entièrement dessiné à la main et écrit à la main. Alors, typiquement, ce que vous pouvez voir écrit là sur les côtés, c'est moi qui écris. Et j'adore parce que ça me permet d'explorer un livre que je vais entièrement réaliser au traditionnel, chose que j'ai vraiment très envie de faire depuis des années. L'idée, c'est de viser une centaine de pages et c'est un des très nombreux spin-offs qui sont prévus par rapport au personnage de ma Senpai Etanam. Luce, c'est un personnage que j'adore, que je trouve très sensible et très pipou, adorable. Vraiment, je l'adore. Et alors, je précise, mais en fait, j'ai vraiment l'envie de rester proche de l'idée originelle parce que, en gros, c'était un spin-off qui a été avorté, qui aurait dû être réalisé par quelqu'un d'autre. Et j'essaie de rester assez proche de ce que cette personne a créé, mais sous ma propre plume, avec mes modes d'expression, en fait. Au niveau des thématiques, je pense qu'on va aborder le harcèlement scolaire. Même si Luce a que 7 ans, c'est le début, en fait. Ça peut commencer dès la primaire. Le fait qu'il soit hypersensible, et on va en découvrir un petit peu plus sur l'astromagie, qui est une des pratiques magiques de ma Senpai Etanam. Le truc, c'est que c'est pas une pratique qui est très explorée finalement à travers Cassiopée, parce que c'est un trauma d'enfance, elle veut pas trop y toucher. Et nous, on va découvrir en fait comment Luce s'est entré dans cet univers et comment il s'est développé jusqu'à devenir professeur en fait de ce type de magie à Roche-Emeraude. Je pense que ça, en tout cas, ça va se passer comme ça. Maya Chalon, qui te manque, est-ce que tu l'auras au Salon Fantastique? Le spin-off de Luce, non, je le termine pas avant la fin de l'année, mais par contre le tome 3, il sera disponible. Il sera disponible. Je pourrais m'amuser à ramener les originaux, mais j'ai trop peur de les abîmer. Ouais, je comprends. Et tu penses que tu vas mettre combien de temps à le faire, le spin-off? Alors, je le fais un peu à la vitesse qui me chante, mais il est très complémentaire avec le tome 4, donc il est entre guillemets pas trop question qu'il sorte après. Dans le sens où le tome 4 va énormément parler de Luce, et je pense que c'est un bon timing en fait pour sortir l'un et l'autre en même temps. Faut savoir que le journal de Luce, il sera pas du tout accessible sur Webtoon parce que c'est un roman graphique. Par contre, il est déjà lisible sur Patreon. Voilà. Oh, Je sais qu'on en reparlera après, donc voilà. Ouais. D'accord. Et tu avais un objectif particulier en écrivant ce spin-off? Ça va paraître un peu mélodramatique, mais réparer mon cœur brisé, déjà pour commencer. Et l'idée, c'est de le faire imprimer en au moins 500 exemplaires
et de me donner le défi effectivement de faire un livre entièrement au tradi. Je pense que c'est surtout ça qui me motive, c'est de revenir un peu à l'essentiel, quitter un peu les écrans, l'ordinateur, faire des choses un peu pour moi aussi. C'est extrêmement reposant en fait de dessiner sur papier. Et on le voit bien, hein, d'ailleurs les couleurs sont chatoyantes et j'adore. Franchement le résultat elle me plaît trop. J'aime beaucoup le détail de l'écriture où on sent que tu fait Oui. exprès d'avoir des petites fautes. Ah oui. J'adore. Sont grosses les fautes. Hein. Il a 7 ans. Alors, sachant Il a que je 7 ans. suis dyslexique, même moi je les vois, c'est énorme. Oui. Il a 7 ans et puis il faut savoir que genre après mon diplôme, j'ai pas tout de suite gagné ma vie avec le webtoon. J'ai fait de la garde d'enfants et en fait c'est Oui. vraiment le genre de faute d'orthographe que je voyais chez les petits enfants que je gardais et j'en ai gardé un souvenir fantastique. Une fois j'ai une petite genre qui écrit qui fait un dessin de sa famille et elle écrit vraiment ma famille, mais elle écrit tout attaché et elle écrit MAFAMI, ma famille. Ma famille. Et j'étais morte de rire et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et l'air de rien, elle était en CP, donc c'est l'âge où on apprend à écrire. Donc ils sont très phonétiques à cet âge-là. Oui. Quelle idée d'avoir J'aime inventé beaucoup l'orthographe, franchement. J'adore vraiment le j'aime les pâtes aux lettres. Il est fantastique. Et tu as d'autres projets à part le Du spin-off, coup, le café des confessions, je sais pas si je vais me donner le temps pour le faire parce que je suis pas sûre T'y vas à reculons. de vouloir le contrat. Sinon, il y a un autre truc effectivement dont je parle un peu moins parce qu'en fait, je manque surtout beaucoup de temps, mais c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà beaucoup discuté avec les artistes en question. En gros, je voudrais faire un autre livre qui soit une compilation de spin-off de un épisode qui parle du quotidien des personnages de Ma Senpai Etanam. Classe. Ok. Ouais. Et typiquement, j'ai Sombrai qui bosserait sur un des spin-offs, sur une des antagonistes. Je pense que va falloir vraiment que je travaille bien sur le tome 4 pour faire apparaître au maximum cet antagoniste, histoire de lui donner un max d'inspiration. J'ai Illy qui va travailler sur une habitante très particulière de la Cellar de Saul, qui s'appelle Catherine. C'est une plante de compagnie. C'est la plante de compagnie de Saul, en fait. Et s'il y en a qui sont un peu familiarisés avec les personnes des créateurs de conventions, normalement, j'ai Manon Mernia qui va travailler sur un spin-off de Rune. Voilà. Je voyais pas qui que ce soit d'autre pour bosser sur un truc pareil. Il va y avoir des animaux, c'est ça? Ouais, voilà. C'est Rune, hein, donc... Ah oui, c'est pour Rune, ouais. Voilà, c'est pour Rune. J'avoue, c'est typiquement Manon Mania. Voilà. Et après, je visais d'autres artistes, mais pour le moment, j'attends. Le problème, c'est pour le moment, je manque vraiment de temps pour fédérer ce genre de projet. Ça demande beaucoup d'organisation, de travailler avec plusieurs artistes. Ça demande du budget aussi, parce que, l'air de rien, ils sont payés, en fait. Ils sont pas forcément ultra bien payés, parce que ça reste des petits projets, entre guillemets. Je suis pas une grosse entreprise. Mais l'idée, c'est que tout le monde se fasse plaisir à la fin, en fait. Que tout le monde soit content de ce qui en ressort, en fait. Ouais. Puis c'est l'occasion aussi pour certains, effectivement, de sortir une BD au format physique, chose qu'ils n'oseraient pas forcément faire ou qu'ils n'ont pas le temps. Un spin-off comme ça de quelques pages, c'est pas forcément pertinent de l'imprimer. Par contre, une grosse compilation, c'est déjà plus sympa. Voilà. Et j'ai oublié de vous en parler, mais effectivement, mon assistante, elle a bossé sur un spin-off entier sur 7. Dans le tome 3, elle a pris bien 50 pages dessus, donc voilà. Ah oui, c'est vrai. Qui est disponible sur Webtoon. Et non, du coup, il est pas disponible sur Webtoon. Non, il y a... exclusif au tome 3. Il y a que le premier chapitre qui est dedans. C'est ça, pardon. J'allais dire non, il y a pas la suite. Mais du coup, j'allais demander si la suite sortira pas. Après, elle est quand même aussi disponible sur Patreon. Ouais. Et justement, Patreon, comment ça se passe?
Eh ben, ça se passe un peu au fil de mes envies. Typiquement, là, ce mois-ci, j'ai pas publié grand-chose encore, mais c'est normal, je viens de réceptionner le tome 3, donc je suis un peu surbookée. Les contributeurs Patreon, ils ont reçu en exclusivité le visuel du poisson rune qu'ils peuvent imprimer pour le 1er avril. Sinon, dessus, en fait, il y a surtout des exclusivités. Il y a un spin-off NSFW sur Lucie Nicolas qu'il faut vraiment que je termine, mais je l'assume pas du tout. Il y a le spin-off de 7 en entier et il y a le spin-off de Luce que je publie au fur et à mesure. Donc il y a pas mal d'exclus et il y a pas mal d'illustrations NSFW aussi que je dessine au fil de mes envies. J'en fais moins en ce moment parce que j'ai pas le moral. Et aussi parce que je suis concentrée sur d'autres trucs. Mais voilà, en gros, effectivement, ce qu'on peut trouver sur Patreon. Moi, je propose de passer aux questions. Il y a un petit commentaire de Maya Chalon qui te dit Youhou, une histoire sur Rune. Ouais, ça va être super. J'ai vraiment hâte. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Oui. If you have some question. Attends, je crois qu'on avait déjà une question. Ah oui, on a déjà posé pour le Patreon. Ok, d'accord. Désolée. Oui. En vrai, après, il y a beaucoup de choses dont on a parlé, donc je sais pas. Oui. Faut toujours demander quand même. Mais bref, là, et sur la slide est affiché les réseaux de Jael. Donc, je vous propose d'aller voir tout de suite, d'aller checker. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur l'apparition des prochains tomes, ce qu'elle fait. Allez soutenir les artistes. Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, oui, vas-y. Le live sera en rediffusion, donc oui. Si à un moment vous avez décroché ou que vous n'êtes pas arrivé au début, vous pourrez revenir regarder entièrement le live. Et je crois qu'en plus, il fera presque 2 heures tout pile. C'est cool. Quasiment, ouais. Encore quelques minutes et on y est. Je crois que 6 minutes et on y est. Les prix au Salon Fantastique seront-ils les mêmes que chez Momi Manga? Alors, chez Momi Manga, les livres sont tous à 20 €. En convention, je fais une offre spéciale où le tome 1 et le tome 2 sont à 30 €. Et en plus, je suis là pour les dédicacer généralement. Voilà. C'est pas mal, c'est une bonne offre. C'est une très bonne offre. Parce qu'en fait, ça fait descendre le prix des bouquins à un tarif webtoon en librairie, donc c'est pas mal. Ouais. Puis au moins, je suis sûre qu'il y a 2 volumes qui partent. Et comme le 2e tome de Ma Senpai est un homme est vraiment génial, c'est dedans qu'on a l'histoire d'amour entre Luce et Nicolas. Généralement, je sais que les gens reviennent le lendemain et qu'ils me font « Je veux la suite ! Je veux la suite !» Ils veulent tous la suite tout le temps. Petite question. Ouais, vas-y. Petite question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur Canvas? Canvas. Eh bien, je dirais qu'il faut avant tout le faire pour le plaisir, qu'il faut s'amuser. Il ne faut pas s'amuser à regarder les primes éditeurs, il faut le faire pour le plaisir, parce que si vous le faites pour l'argent, vous allez vous dégoûter de Canvas, parce que vous allez passer votre temps à regarder les statistiques. Et c'est nul, il faut pas regarder les statistiques. En fait, il faut se faire plaisir et être réceptif aux commentaires des lecteurs, parce que généralement, c'est eux qui ont, entre guillemets, la plus grande capacité à vous dire ce qui leur plaise ou non. Évidemment, après, faut pas non plus s'aliéner quand on crée quelque chose et qu'on demande l'avis au lecteur. Mais généralement, ils ont des remarques qui sont pertinentes et c'est marrant de jouer aussi avec leurs nerfs. Moi, je trouve ça vraiment très drôle. J'aime bien faire rager mes lecteurs. Je trouve ça vraiment super marrant. Rester fidèle à soi-même, en fait. Rester fidèle à soi-même tout en acceptant les commentaires qui pourraient dire il y a ci ou ça à changer, il faudrait améliorer ceci ou cela. Le mieux après, ça reste de devenir adhérent au Webtoon Café parce que dessus il y a plein de conseils et ils sont toujours super disponibles et j'y suis aussi d'ailleurs pour vous troller et vous raconter de la merde. Quelle transition incroyable. Mais oui, je sais. Maya Chalon, elle redemande quel sera le prix du tome 3, s'il te plaît.
Ils sont tous au même prix, ils sont tous à 20 €. 20 €. Même, alors, faut savoir que le tome 1 fait 230 pages, le tome 2 212, le tome 3 il en fait 200 tout pile. Le tome 4 sera peut-être un peu plus épais parce que je me donne plus de temps pour le produire en fait. Oui. Mais effectivement, ils seront toujours tous au même prix, entre 200 et 250 pages. Voilà. Ah, ah. Ok. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous arrivons donc à la fin de ce live. Merci d'avoir assisté à ce live, d'y avoir Merci. participé, d'avoir écouté. Merci à Jel d'être venue, merci à Lutin de nous avoir accompagnés. Si ce live vous a plu, vous pouvez rejoindre l'association du Webtoon Café via le lien qui va bientôt vous être partagé. Nickel, Il est il sur a ce été partagé partagé. là. Tranquille. Voilà, c'est pour nous soutenir, pour Oh, merci avoir pour toutes le les raid. informations. Mhm. Yes, merci beaucoup. Et bah écoutez, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois. Je sais pas si on a la date du prochain live, mais en tout cas, tout sera dit sur nos Ah, mais il y réseaux avait. sociaux, Il Instagram. y a eu un raid. Il y a- Bonjour, salut, merci pour le raid. Coucou. Ah, bah, il y a du beau monde. Et ouais. Ça fait plaisir. Mais du coup, c'est terminé, je suis désolée. Mais non, c'est pas terminé, on va me ramener à quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. On repart du début, c'est ça? On en Oui, était à où? allez, Se présenter, donne-nous c'est ça? tes inspirations et tout. Super. Ce serait vachement long. Ça a déjà duré 2 heures. Ouais. Mm. Après, Voilà. je peux continuer Au de parler, hein, mais... Non, ça ira. Bon, allez, merci beaucoup. Passez une bonne soirée à tous. Merci encore d'être venus. Passez une bonne soirée. Au revoir. Salut!